Petit 2, des comités d'éthique dépassés, peu dotés aux résultats limités. Si le contrôle des règles déontologiques peut relever d'instances externes aux acteurs proprement dits du secteur public audiovisuel, c'est néanmoins avant tout en leur sein qu'il existe. À ce titre, l'action des comités d'éthique qui peuvent exister à France Télévisions et Radio France mérite d'être étudiée. Le premier comité d'éthique en France a été créé au sein du journal Le Monde en mars 2011. Si France Télévisions s'est également doté sur le fondement d'une charte des antennes d'un comité de suivi en septembre 2011, le phénomène concernait surtout l'audiovisuel privé et s'est accéléré en 2015 en réponse aux nombreuses questions déontologiques soulevées par le traitement des attentats de janvier, avec la création de comités pour le groupe Next Radio, ABFM et RMC, puis dans le groupe Canal+, pour la seule chaîne iTélé et enfin, s'agissant du groupe TF1 pour LCI. Puis l'article 11 de la loi du 14 novembre 2016, dite loi Bloch, a institué auprès de tout service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse par voie hertzienne terrestre des émissions d'information politique et générale un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes, plus connu sous l'acronyme de CHIPIP, également appelé comité d'éthique. Les CHIPIP sont chargés de veiller aux principes mentionnés à l'article 3-1 de la loi Léotard du 30 septembre 1986, honnêteté, indépendance et impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle, l'indépendance et pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent pour tous les médias. La loi Bloch dispose que les CHIPIP sont composés de personnalités indépendantes, c'est-à-dire de toute personne qui, pendant l'exercice de ses fonctions au sein du comité, ainsi qu'au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n'a pas pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt quelconque dans la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l'égard de l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale. En outre, les membres des CHIPIP s'engagent à l'issue de leur fonction et pour une durée de 12 mois à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale. À France Télévisions comme à Radio France, le comité d'éthique est composé de 5 personnalités. D'après le rapporteur de la loi du 14 novembre 2016, M. Patrick Bloch, les comités d'éthique ont été créés car il appartient aux médias eux-mêmes, conformément à leur intérêt bien compris de garantir à leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs la qualité et l'indépendance de la formation et des programmes qu'ils délivrent. Sans cet effort, ils courent le risque de rompre l'indispensable lien de confiance sans lequel la crédibilité même de leurs activités et par conséquent la pérennité de leur audience risque d'être irrémédiablement compromise. Ces instances, au statut et aux prérogatives très variables, sont une réponse au double besoin de disposer d'instances et de réflexion et de dialogue permettant à la direction et à la rédaction de débattre des questions éthiques auxquelles elles sont confrontées, de prouver l'indépendance de l'information, délivrée aux citoyens grâce à l'intervention d'un regard neutre et objectif. Pourtant, 10 ans plus tard, on constate que les comités d'éthique n'ont pas trouvé leur place. Le rapport d'évaluation de la loi Bloch parlait prudemment, en 2024, d'un bilan mitigé des CHIPIP qui souffrent d'un déficit de visibilité préjudiciable. Une différence doit néanmoins être effectuée alors qu'il s'agit de celui de France Télévisions ou de Radio France, puisque leur activité est assez différente, du moins du point de vue quantitatif. Nombre de saisines et d'avis par an des comités d'éthique de France Télévisions et Radio France. Donc à France Télévisions, les saisines 11 en 2021, 2 en 2022, 2 en 2023, 7 en 2024 et 16 en 2025. Les avis 2 en 2021, 2 en 2022, 1 en 2023, 2 en 2024 et 11 en 2025. Et à Radio France, saisine de 2021 à 2025, 81, puis 73, puis 98, puis 95, puis 0. Et avis de 2021 à 2024 inclus, 1, puis 6, puis 16, puis 6. Petit a, le comité d'éthique de France Télévisions, une instance sans moyens ni résultat. Les éléments recueillis par votre rapporteur mettent d'abord en évidence la très faible saisine du comité d'éthique de France Télévisions. Entendue par votre commission d'enquête, Mme Christine Albanel, présidente du CHIPIP de France Télévisions, a elle-même indiqué que depuis la création du comité, il y en a eu une quarantaine de saisines, tout en reconnaissant l'existence d'un problème de notoriété et le fait que les comités d'éthique étaient encore trop peu connus. Madame Albanel a également précisé que beaucoup de personnes susceptibles de se saisir se tournaient en pratique directement vers l'ARCOM, institution bien plus identifiée dans le paysage audiovisuel. Un tel bilan apparaît singulièrement plus modeste au regard
de la mission confiée à cette instance qui peut être saisie par toute personne intéressée, par les organes dirigeants de France Télévisions, par le médiateur, et qui dispose en outre d'une faculté d'autosaisine. Dans ces conditions, le faible nombre de saisines ne peut être regardé comme le signe d'une absence de difficulté, mais plutôt comme l'indice d'un défaut de visibilité et d'accessibilité de l'instance pourtant chargée de veiller au respect de l'honnêteté, de l'indépendance et du pluralisme de l'information et des programmes. Les interrogations relatives à l'indépendance du comité d'éthique de France Télévisions tiennent d'abord à son mode de désignation. En application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, ses membres sont en effet nommés par le conseil d'administration de la société auprès de laquelle il est institué. Un tel mécanisme n'emporte pas par lui-même absence d'indépendance. Il n'en est pas moins de nature à nourrir des réserves lorsque l'instance ainsi désignée est précisément chargée d'apprécier le respect par cette même société de l'honnêteté, de l'indépendance et du pluralisme de l'information. Ces réserves sont d'autant moins théoriques que plusieurs proximités professionnelles anciennes ont été relevées par votre rapporteur. Madame Christine Albanel et Madame Delphine Ernotte Kunchi se connaissaient déjà avant l'arrivée de la première à la présidence du comité. Madame Ernotte a été promue en 2011 directrice générale d'Orange France et dirigeante du groupe au plus haut niveau, tandis que Madame Albanel appartenait elle aussi au comité exécutif d'Orange comme directrice exécutive et présidente déléguée de la Fondation Orange. Une publication de la même période rapporte d'ailleurs cette formule de Madame Ernotte témoignant de leur proximité. Je cite: I am the second woman on the executive committee with Christine Albanel and we have developed the habit of sitting side by side. Je cite: Je suis la deuxième femme au sein du comité exécutif avec Christine Albanel et nous avons pris l'habitude de nous asseoir côte à côte. Sans qu'il y ait lieu d'en tirer des conséquences excessives, ce passé professionnel commun au sein du même comité exécutif n'est pas de nature à dissiper les interrogations quant à la distance institutionnelle attendue entre la présidente du comité d'éthique et la présidente générale directrice de France Télévisions. Une observation comparable peut être formulée à propos de M. Christophe Tardieu. Les liens entre celui-ci et Madame Albanès sont anciens, directs et documentés. Dès 2004, M. Tardieu a été nommé administrateur général du château de Versailles auprès de Madame Albanel lorsqu'elle en assurait la présidence. Il a ensuite rejoint en 2007 son cabinet au ministère de la Culture en qualité de directeur adjoint. Or, M. Tardieu a été nommé en 2021 secrétaire général de France Télévisions, donc membre de la direction de l'entreprise dont le comité est censé apprécier en toute indépendance les pratiques et manquements éventuels. Ainsi, la présidente du comité d'éthique se trouve appelée à exercer sa mission dans une entreprise dont la direction générale comprend à son sommet deux personnes avec lesquelles elle a déjà entretenu à des titres différents des relations professionnelles anciennes et étroites. Un tel faisceau d'éléments ne peut qu'alimenter un doute sur l'apparence d'indépendance que devrait offrir une instance de cette nature. Recommandation numéro 7, revoir la composition et les modes de désignation des membres des comités éthiques pour que ceux-ci soient véritablement indépendants. Cela peut passer par des nominations échappant au conseil d'administration, éventuellement sur proposition parlementaire, et par un renforcement des règles pour écarter au préalable les conflits d'intérêts et interdire les nominations de personnalités proches des dirigeants de l'entreprise. Le rapport d'activité 2023 du comité éthique de France Télévisions, comme ceux des années précédentes, se caractérise par son extrême brièveté qui contraste avec l'importance de la mission confiée à cette instance. Je cite: Un déjeuner de travail a été organisé à France Télévisions en mars avec le journaliste Hervé Brusini, membre du CHIPIP de France, Médiamonde et président du prix Albert Londres, et Jérôme Catala, médiateur de France Télévisions. Un autre déjeuner de travail a eu lieu avant l'été autour de la présidente Delphine Ernotte Kunchi. Interrogée par les membres de la commission d'enquête, surpris de cette si faible activité, Madame Albanel a justifié le faible nombre de saisines par des arguments surprenants. Je cite: Elle a d'abord fait état de l'ancienneté relative de cette instance, avançant que moins de 10 ans après leur création, c'est assez court pour qu'ils s'installent véritablement dans le paysage. Un tel délai apparaît aux yeux de votre rapporteur largement suffisant pour qu'une instance de cette nature ait pu trouver sa place et être identifiée par les publics susceptibles de la saisir. Madame Christine Albanel a ensuite expliqué que la faible activité du comité d'éthique de France Télévisions par rapport à celui de Radio France tient aussi à la nature même de nos sociétés respectives. Radio France, avec ses différentes antennes, propose énormément d'émissions de plateaux et de reportages avec des invités, ce qui constitue l'essence même de la radio. L'offre de France Télévisions est quant à elle majoritairement composée de films, d'émissions de variété, de séries historiques et de téléfilms, souvent de qualité. Bien sûr, des magazines d'information et d'investigation sont également diffusés, mais les occasions de saisine sont objectivement plus nombreuses pour Radio France que pour France Télévisions. Une telle justification n'emporte toutefois pas la conviction de votre rapporteur au regard du nombre de manquements relevés par la commission d'enquête. Elle apparaît en effet difficilement conciliable avec la réalité des faits, d'autant que Mme Delphine Ernotte-Couchy a elle-même souligné lors de son audition que France Télévisions produisait 80 heures d'information par jour. Surtout, cette explication laisse
en tire une autre question plus décisive encore, alors même que l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit expressément que le comité d'éthique peut être consulté à tout moment par des organes dirigeants de la personne morale. Le conseil d'administration de France Télévisions n'a, selon les indications recueillies par votre rapporteur, jamais saisi le comité. Madame Christine Albanel a également mis en avant lors de son audition les conditions très limitées dans lesquelles le comité exerce sa mission. Elle a ainsi indiqué que ses membres étaient tous bénévoles et qu'ils ne disposaient pour seul appui que d'une personne de la direction de la déontologie chargée des seuls aspects pratiques: organiser les auditions, fournir les liens pour les visioconférences, assurer les transmissions. Elle a en outre précisé que le comité ne comptait en pratique que 4 membres, sans moyens d'investigation ni système de veille permanent. C'est dans ce contexte qu'elle a expliqué la très grande rareté de l'autosaisine. Nous nous sommes posé la question de l'autosaisine, nous sommes très nombreux et nous n'avons pas les moyens d'exercer une veille globale. Nous avons donc estimé que nous devions nous autosaisir uniquement si un sujet s'imposait très massivement dans l'actualité, comme ce fut le cas pour l'affaire Cohen-Legrand. Dans ce cas précis, nous avons décidé de nous autosaisir, mais cela reste assez rare. En réalité, nous sommes davantage dans l'attente d'être saisis dans une démarche que dans une démarche d'autosaisine. Votre rapporteur observe qu'une telle conception réduit considérablement la portée concrète d'une instance pourtant chargée de veiller au respect de l'honnêteté, de l'indépendance et du pluralisme de l'information et des programmes. Prenons l'exemple Prenant l'exemple du bandeau de France Info qui, le 25 janvier 2025, avait annoncé que 200 otages palestiniens retrouvent la liberté, alors qu'il s'agissait de détenus palestiniens dont certains avaient été condamnés pour terrorisme, votre rapporteur a demandé à Madame Albanel pourquoi le comité ne s'était pas saisi de cette erreur. Voici sa réponse. Je cite: Nous aurions pu, cependant, nous sommes dans une actualité nationale et internationale extrêmement dense, violente et polarisée. Les occasions de nous saisir seraient nombreuses. Nous aurions pu nous autosaisir en effet, mais nous ne sommes pas en capacité de le faire systématiquement, compte tenu encore une fois de la fréquence de tels incidents. Encadré. La réaction du comité d'éthique de France Télévisions face aux comparaisons nazies. Monsieur Alloncle, le rapporteur. Sur France 5, il y a quelques semaines, une comparaison a été faite entre Jordan Bardella et Adolf Hitler en parlant d'effets Von Papen. Sur ces faits qui ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, on a le sentiment que la journaliste a fait preuve de partialité ou à minima d'omission. Pourquoi ne vous êtes-vous pas autosaisi? Madame Albanel, vous citez plusieurs exemples, il y en a sûrement d'autres. C'est ce que nous allons essayer d'améliorer en observant telle ou telle émission sur la durée, mais réagir immédiatement, ce n'est pas ainsi qu'a été conçu le comité d'éthique. Encore faut-il que nous soyons au courant, ce qui n'est pas toujours le cas. Nos journées sont remplies et nous ne sommes pas forcément informés de tout ce qui se dit chaque jour sur toutes les antennes. Source compte rendu numéro 3, 4 décembre 2025. Sur le fond des saisines, les rapports annuels du CHIPIP de France Télévisions nous apprennent que la plupart des avis rendus portent sur des émissions d'investigation comme complément d'enquête ou cache investigation et n'ont finalement donné lieu qu'à peu de décisions, le CHIPIP refusant de répondre sur un sujet dont l'ARCOM aurait d'ores et déjà été saisi. Quant au traitement des saisines, les déclarations de Mme Albanel devant votre commission d'enquête ont fait apparaître de sérieuses carences dans la manière dont le comité d'éthique exerce sa mission. L'examen de l'affaire Cohen Cohen-Legrand fournit une illustration particulièrement éclairante. Encadré. Avis du comité d'éthique de France Télévisions sur l'affaire Thomas Legrand-Patrick Cohen. Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes de France Télévisions a décidé de se saisir de l'affaire concernant une conversation privée entre deux journalistes de l'audiovisuel public et deux responsables du Parti socialiste, conversation qui suscite interrogations et polémiques. À cet effet, il a pris connaissance des transcriptions et verbatims des enregistrements en cause actuellement à la disposition du public. Le comité souligne en premier lieu que ces échanges, filmés en juillet dans un restaurant parisien et partagés sous forme de vidéo le vendredi 5 septembre par le journal L'Incorrect, ont été captés à l'insu des protagonistes, procédé illégal que rien en l'espèce ne saurait justifier. Sur le fond, il n'appartient pas au comité d'éthique de France Télévisions de se prononcer sur les propos tenus par un journaliste de Radio France, journaliste qui a reconnu lui-même que ses propos maladroits concernant Madame Rachida Dati puissent susciter de la suspicion et revêtent une tournure malheureuse. S'agissant de M. Patrick Cohen, qui n'est pas salarié de France Télévisions mais qui participe quotidiennement à une émission phare de France 5, c'est à vous, le comité constate qu'il ne réagit pas à ses propos et qu'il garde le silence, sans davantage éclairer cette séquence, au demeurant tronquée et montée, et qu'il serait indispensable et utile de découvrir dans sa totalité. Rien ne permet donc d'affirmer au vu de cette séquence que Patrick Cohen ait d'autres objectifs que l'exercice de son métier. Le comité d'éthique tient toutefois à souligner que dans cette période complexe qui voit se multiplier les fractures au sein de notre société
et s'exacerber les passions, il est crucial que l'audiovisuel public et en son sein France Télévisions soit particulièrement attentif au pluralisme des opinions, notamment dans ses magazines d'information, au respect des règles fondamentales de déontologie et à la nécessaire impartialité des professionnels qui interviennent sur ces antennes. Il en va de la crédibilité du service public auquel les Français sont profondément attachés. Par ailleurs, il convient de souligner que cet avis a été rendu sur la seule base de la séquence diffusée en ligne, sans que le comité d'éthique ait jugé utile de demander communication de l'intégralité des rushs. Madame Albanel a ensuite précisé que le CHIPIP avait rendu un avis sur cette affaire de façon extrêmement rapide compte tenu de l'émotion suscitée par cet épisode, mais de fait dans un contexte de manque total de rigueur. Je cite: «Nous avons souhaité rendre un avis rapide, nous l'avons d'ailleurs rendu avant même le constat d'huissier, à un moment où nous savions qu'il y avait eu un possible montage. Lorsque le constat a été réalisé, j'ai considéré qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux par rapport à la séquence diffusée, et nous ne sommes donc pas revenus sur cet avis. Votre rapporteur ne peut que condamner une telle légèreté qui ne fait guère honneur à un comité dont on peine aujourd'hui à seulement justifier l'existence.» Face aux réponses de Madame Albanel, la députée Caroline Parmentier a d'ailleurs résumé ainsi l'utilité du comité d'éthique de France Télévisions. Je cite: «Je retire de vos déclarations qu'en tant que comité chargé de l'honnêteté, de l'indépendance et du pluralisme, vous ne servez à rien. Petit b. Le comité d'éthique de Radio France, une instance plus utile mais encore sous-exploitée. Créé en mars 2017, le CHIPIP de Radio France se réunit 4 à 8 fois par an et émet des avis ou des recommandations au sujet de programmes ayant déjà été diffusés. Le nombre de saisines dont il a fait l'objet est plus important que celui de France Télévisions: 143 saisines en 2019, 146 en 2020, entre 73 et 98 entre 2021 et 2024, témoignant d'une plus grande visibilité et étant de fait doté d'une plus grande crédibilité. Ce qui semble le plus intéressant à votre rapporteur en l'espèce réside dans le fait que le CHIPIP de Radio France, outre les réponses qu'il a pu apporter à des saisines spécifiques le poussant à faire des recommandations très précises, invitant par exemple à diversifier le profil des experts invités sur les antennes ou à ce que les journalistes fassent preuve de prudence lorsqu'ils interviennent sur les réseaux sociaux en différenciant clairement leur qualité de journaliste d'une station et les propos qu'ils peuvent tenir à titre personnel, a pu mener des études de fond, sur les réseaux sociaux par exemple. Madame Benamou a également précisé que le CHIPIP de Radio France avait travaillé pour établir des lignes directrices relatives au traitement des hypothèses dans lesquelles un collaborateur ou un journaliste des antennes de Radio France ou leur conjoint souhaiterait se porter candidat à une élection politique. La présidente du comité a enfin précisé que le comité d'éthique avait de nouveau été saisi par la présidence en 2024 au sujet du renforcement de son rôle. Si la présidence de Radio France a pu saisir le comité d'éthique, ce dont le rapporteur se félicite, votre rapporteur s'est tout de même étonné que celui-ci n'enquête pas sur certains propos ou faits pouvant toucher très directement la direction de Radio France. Ainsi, celui-ci n'a jamais eu à statuer sur les propos prononcés par Madame Adèle Vendrette, directrice de France Inter, lorsqu'elle affirmait que France Inter était une radio progressiste. Madame Françoise Benamou, présidente du comité d'éthique de Radio France, a admis n'avoir jamais travaillé sur le cadre éthique et déontologique des dirigeants de l'entreprise. Afin de lui attribuer une compétence explicite en la matière, il propose de modifier l'article de la loi du 30 septembre 1986 décrivant ses missions. Recommandation numéro 8. Étendre la compétence du comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes aux prises de position publiques des dirigeants et salariés de l'audiovisuel public. Après le premier alinéa de l'article 30-8 de la loi numéro 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé, je cite: «Le comité mentionné au premier alinéa du présent article est compétent pour se prononcer sur la compatibilité des déclarations publiques de tout salarié d'une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la présente loi au regard de ses obligations de neutralité.» Fin de l'encadré. En vue de renforcer les comités d'éthique, votre rapporteur propose en outre que les parlementaires disposent d'un droit de saisine renforcé, mentionné sur les sites internet de France Télévisions, Radio France et nécessitant une réponse publique du comité d'éthique, elle aussi visible sur le site. Cela inciterait en particulier les parlementaires disposant d'une expertise sur le sujet, tels que, dans chacune des deux assemblées, le président de la commission en charge des affaires culturelles, le rapporteur spécial de la commission des finances chargé de l'audiovisuel public, ou le rapporteur pour avis chargé de l'audiovisuel public, à relayer les préoccupations des citoyens relatives au comportement de certains dirigeants ou amateurs ou animateurs de l'audiovisuel public. Recommandation numéro 9. Assurer la publicité des saisines du comité relatif à l'honnêteté et à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes effectués par un parlementaire et des réponses qui y sont apportées. À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 30-8 de la loi numéro 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après la seconde occurrence du mot personne sont insérés les mots, je cite:
Les saisines effectuées par un député ou un sénateur sont rendues publiques sur le site internet de Radio France, qui communique à leur sujet de sorte à en informer toute personne suivant son activité. Les suites qui y ont été données par le comité d'éthique dont la réponse écrite apportée à la saisine font objet de la même publicité et de la même communication. Petit 3, un contrôle interne dont l'efficacité reste incertaine. Petit a, des dispositifs de médiation utiles mais mal articulés et d'une efficacité incertaine. En 1998, à la suite du journal Le Monde, France 2 se dote d'un médiateur. C'est ensuite le cas de Radio France en 2002. Il existe aujourd'hui deux médiateurs à France Télévisions, M. Jérôme Catala chargé de l'information et M. Gérald Pruffert chargé des programmes. À Radio France, Mme Emmanuelle Davier est médiatrice des antennes. Tous trois ont été auditionnés par votre commission d'enquête et ont, aux yeux du rapporteur, démontré une grande partie de leur raison d'être. Madame Emmanuelle Davier a ainsi décrit son rôle. Il s'agit d'un dispositif d'autorégulation des relations entre le public et les antennes. Cette mécanique interne d'autocontrôle a pour but au quotidien une écoute et un dialogue transparent et continu entre les auditeurs et les différentes chaînes du groupe. La médiation est une instance qui facilite l'accès aux journalistes, aux producteurs et aux directions d'antennes. Les auditeurs nous adressent leurs remarques et leurs critiques. Ils nous font part de leur incompréhension à propos du choix d'un reportage ou de l'interview d'un invité. Ils expriment également des attentes et sont exigeants. Nous choisissons de considérer toutes leurs paroles, de les écouter, de les comprendre et d'y répondre. Monsieur Gérald de Pruffert a également précisé que les médiateurs peuvent être saisis directement par les téléspectateurs par courrier ou sur les plateformes ou par l'intermédiaire du service des relations avec les téléspectateurs. Il faut comprendre que nous travaillons au sein d'un écosystème qui comprend ce service. La médiation est un service de veille des réseaux sociaux. À ce titre, dans leur réponse écrite apportée au questionnaire de votre rapporteur, les médiateurs de France Télévisions ont regretté qu'il n'y ait pas davantage de temps d'échange entre les médiateurs et le conseil d'administration de France Télévisions. L'idée d'organiser un point annuel sur le rapport d'activité ou encore un point à la demande éventuelle des administrateurs pouvant être utilement étudié. Les dispositifs de médiation font l'objet d'une sollicitation importante. À France Télévisions, les médiateurs ont indiqué recevoir entre 6 et 7 000 courriers par an, une part significative des messages portant selon sur l'usage de la langue française et les anglicismes. À Radio France, la médiatrice des antennes a pour sa part fait état de 168 000 messages reçus en moyenne chaque année. Votre rapporteur s'interroge toutefois sur l'efficacité réelle de ces dispositifs et sur les progrès qui peuvent encore leur être apportés. Il paraît en particulier difficilement compréhensif qu'ils ne soient pas saisis de certains contenus problématiques. M. Catala a ainsi reconnu lors de son audition qu'il n'avait jamais reçu la moindre question sur aucun contenu diffusé par cette plateforme, France TV Slash. Dans un courrier complémentaire adressé au secrétariat de la commission, M. Catala a précisé que, en tant que médiateur de France Télévisions, il n'avait effectivement pas reçu de message concernant Slash et que, en conséquence, la médiation de France Télévisions n'avait pas eu connaissance de difficultés quelconques, cette absence de reproche s'expliquant sans doute par le fait que cette offre s'adresse à des publics très jeunes et que cette génération n'ayant pas du tout les réflexes de ses aînés n'est pas celle qui va facilement interpeller la médiation de l'entreprise. Les auditions communes des comités éthiques et des médiateurs de France Télévisions le 4 décembre 2025 et de Radio France le 20 janvier 2026 n'ont surtout pas permis aux députés de la commission d'enquête de parfaitement déceler leurs rôles respectifs. M. Jérémy Jordanov a ainsi expliqué avoir du mal à comprendre le doublon que vous, Chip Chip, formez avec les médiateurs. Vous dites que ce n'en est pas un, mais pourquoi le travail n'est-il pas davantage fusionné entre les deux instances? Le président de la commission d'enquête, M. Jérémy Patry-Létu, a également regretté le flou qui règne aujourd'hui entre les missions respectives du médiateur, de l'ARCOM et du comité d'éthique. Recommandation numéro 10. Étudier l'opportunité de fusionner les fonctions de médiation et les comités d'éthique afin de simplifier les relations avec les spectateurs et les auditeurs, afin également de rendre leur mission plus visible, plus lisible et mieux identifiée. Petit b. Une multiplication récente des erreurs dans le traitement de l'information corrigée trop tardivement. Votre rapporteur ainsi que les membres de la présente commission d'enquête s'interrogent enfin sur les contrôles qui peuvent être effectués au sein des équipes de rédaction afin d'éviter toute erreur, puisque plusieurs cas assez graves étant survenus au cours des derniers mois. Qu'ils agissent du panteau de France Info, qui évoquait des otages palestiniens pour parler de prisonniers, de la confusion répétée dans un journal télévisé, des conditions tragiques dans lesquelles les professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty ont été assassinés, d'un bandeau intitulé, je cite, Le Hamas est-il vraiment une organisation dangereuse, sur France 5, ou de la représentation graphique erronée des intentions de vote pour l'élection présidentielle de 2027 dans l'émission Tout est politique, les membres de la commission, et au-delà, un grand nombre de Français n'ont pu qu'à s'émouvoir de constater des photos si flagrantes dans des rendez-vous informationnels emblématiques. La présentation à deux reprises par la chaîne France Info TV en novembre 2025 de graphiques offrant une représentation erronée d'un sondage relatif
à l'élection présidentielle de 2027, déjà précitée par votre rapporteur, a suscité une vive émotion parmi les téléspectateurs. Encadré. Les graphiques inexacts de France Info TV. Je cite. Dans la soirée du lundi 10 novembre, la chaîne d'information en continu France Info a diffusé les résultats d'un sondage ELAB faisant état des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Problème, la taille des histogrammes illustrant les chiffres était pour nombre d'entre eux incohérente et a suscité l'indignation de nombreuses personnalités politiques. Ne voyez-vous pas un problème d'échelle sur votre graphique? Plus c'est gros, plus c'est France Info, s'est insurgé Éric Zemmour dans un message posté sur son réseau social X. La barre rose représentant ses 6% d'intention de vote apparaît en effet plus petit que les 5,5 de Xavier Bertrand. De son côté, le député LFI Antoine Léaumont s'est indigné en voyant les 12% de Jean-Luc Mélenchon apparaître au même niveau que les 6,5 de François Hollande, estimant sur X qu'à ce niveau, même la Corée du Nord peut prendre des leçons de propagande. Dans le détail, il observe également que les 5,5 de Marine Tondelier sont plus petits que les 5,5% de Xavier Bertrand. Les 4% de Dominique de Villepin, par ailleurs, font la même taille que les 5,5 de Tondelier, et les 5,5 du Xavier Bertrand sont plus grands que les 6 de Zemmour. Face au tollé suscité par ce visuel, France Info a reconnu une grossière erreur d'échelle dans son graphique et dans un communiqué partagé sur X mardi 11 novembre. La chaîne explique qu'il s'agit évidemment d'une erreur humaine, sans aucune intention de manipulation éditoriale de la part de nos équipes. Des excuses ont également été présentées à la fin de l'émission Tout est politique du 11 novembre. Les chiffres étaient les bons, mais l'échelle du graphique n'était pas la bonne. Voici le bon graphique avec la bonne échelle, a expliqué la journaliste Sonia Chironi. Problème, cette seconde version comporte elle aussi une erreur. Les 6% d'Éric Zemmour affichés en noir à droite de Jordan Bardella sont plus petits que les 5,5% de Marine Tondelier ou de Xavier Bertrand, mais aussi que les 4% de Dominique de Villepin et les 3% de Fabien Roussel. L'erreur graphique est en effet des plus grossières. Une telle distorsion ne peut être regardée comme une simple maladresse graphique sans appeler à tout le moins les explications précises sur la chaîne de validation éditoriale. Petit c, un engagement partisan jusque dans la cellule de fact-checking. Le cas de Madame Lin Landau met en évidence une défaillance particulièrement préoccupante du contrôle interne s'agissant des journalistes investis dans les activités de fact-checking. Présentée par France Info et France 5 comme une spécialiste de la vérification d'informations, elle occupe à ce titre une fonction qui devra appeler aux garanties les plus élevées d'impartialité. Or, votre rapporteur a relevé que Madame Lin Landau avait participé le 13 novembre 2025 à Toulouse à une réunion publique organisée par la France Insoumise aux côtés du député François Picmel intitulée Vous les Asiates, enquête sur le racisme anti-asiatique en France. La direction de France Télévisions a reconnu le manquement et a indiqué qu'une sanction avait été prononcée sans en préciser la nature. Encadré. La participation de Madame Lin Landau à une réunion LFI. Monsieur Charles Aloncle, le rapporteur. Il y a au sein de France Télévisions une importante cellule de fact-checking censée incarner le plus haut niveau d'impartialité, d'indépendance et de neutralité de votre rédaction. Vous avez choisi de confier cette responsabilité lourde et exigeante à Madame Lin Landau. Or, il ne m'a fallu que quelques clics pour retrouver cette fact-checkeuse en chef du service public comme tête d'affiche à une réunion politique de la France Insoumise organisée le 13 novembre dernier à Toulouse aux côtés du député M. Picmal. Considérez-vous qu'une journaliste si engagée publiquement aux côtés de la France Insoumise dispose de la légitimité nécessaire pour exercer des fonctions de fact-checking à la tête de France Télévisions? Madame Muriel Plenet, directrice adjointe de l'information de France Télévisions. Lynn Landau ne l'a pas fait, elle l'a reconnu. Elle n'avait pas à participer à cet événement, encore moins sans nous en avoir averti et sans l'avoir déclaré. Il y a donc eu sanction. Source compte rendu numéro 21, 28 janvier 2026, fin de l'encadré. La difficulté soulevée ici touche à la crédibilité même du dispositif de vérification de l'information du service public, lequel ne peut remplir sa mission qu'à la condition que l'indépendance de ses journalistes à l'égard de toute formation politique soit hors de doute. Petit 4, l'ARCOM, une autorité souvent dépassée, pourtant au carrefour des grandes mutations du secteur audiovisuel. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, a été créée par la loi numéro 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique qui a fusionné la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, ADOPI, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. L'ARCOM se voit confier de nombreuses missions, attribution des fréquences de télévision nationales et locales et des fréquences FM ou autres fréquences radio, contrôle des obligations et des engagements associés à cette attribution, notamment du pluralisme, lutte contre le piratage en ligne et protection des droits d'auteur. Comme l'a souligné le président de l'ARCOM lors de son audition, M. Martin Adjari, à ses missions historiques, la loi en a ajouté de nouvelles depuis le 2022. Le conventionnement et le suivi d'acteurs tels que Netflix, Disney+, ou encore Amazon, qui représentent un quart des obligations d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique, la lutte contre le piratage sportif,
le contrôle des obligations d'accessibilité des sites internet publics aux personnes en situation de handicap et la régulation des acteurs du numérique, à la fois en tant que coordinateur national du règlement sur les services numériques et parce que le Parlement lui a confié des missions spécifiques, telles que le blocage des médias russes faisant l'objet de sanctions européennes ou la vérification d'âge pour l'accès aux sites pornographiques. En cas de non-respect de leurs obligations par les chaînes et antennes de l'audiovisuel public, comme privé, l'Arcom peut intervenir de manière graduée tant sur un manquement ponctuel relevé dans une séquence déterminée que sur le non-respect par l'opérateur dans la durée et au regard d'une appréciation globale, comme l'illustre l'encadré ci-dessous, rappelant les diverses sanctions qui sont à sa main. Encadré, intervention de l'Arcom à l'égard des éditeurs ou distributeurs de contenus audiovisuels. Lorsque l'Arcom constate qu'une entreprise audiovisuelle ne respecte pas les obligations que lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, elle peut lui adresser, je cite, un courrier d'observation ou de rappel à la réglementation lorsqu'un manquement isolé est constaté pour la première fois. Un tel courrier peut également être envoyé en l'absence de manquement caractérisé lorsque la séquence diffusée a suscité un certain émoi du public, une mise en garde si le manquement est avéré, une mise en demeure si le manquement présente une gravité particulière ou qu'un manquement aux mêmes obligations ait déjà été relevé par le passé. Les décisions de mise en demeure peuvent être contestées devant le Conseil d'État car aucune sanction ne peut être prononcée en l'absence de mise en demeure. Une sanction si l'éditeur ne se conforme pas à la mise en demeure et que le manquement se répète. Lors de son audition, M. Alban de Nervaux, directeur général de l'Arcom, a précisé que l'Arcom privilégie ces dernières années les sanctions pécuniaires. L'article 42-1 de la loi Léotard prévoit en effet une gradation de sanctions. Premièrement, la suspension pour un mois ou plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires. Deuxièmement, la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année. Troisièmement, une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme. Quatrièmement, le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention. Source réponse écrite de l'Arcom au questionnaire du rapporteur. Petit a, fin de l'encadré. Petit a, une réticence excessive à l'autosaisine malgré les manquements répétés aux obligations de neutralité et de pluralisme. Pour revenir à la question de l'autosaisine, rien dans la loi du 30 septembre 1986, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'Arcom s'autosaisisse. Le site internet de l'autorité indique lui-même que l'Arcom peut se saisir d'un sujet si elle souhaite examiner une question liée à ses activités et à sa fonction de régulateur. Lors de son audition par la commission d'enquête, le président de l'Arcom, M. Martin Adjari, a éludé de nombreuses questions du rapporteur et d'autres députés l'interrogeant sur des manquements de l'audiovisuel public a ses obligations légales, arcant que l'Arcom se prononce au cas par cas lorsqu'une saisine intervient. L'Arcom ne se prononce que sur saisine. Si votre rapporteur peut admettre que l'Arcom ne travaille que sur saisine, il s'interroge néanmoins sur la rareté des cas d'autosaisine à l'égard de l'audiovisuel public, alors même que l'Arcom en a le pouvoir. M. Martin Adjari a été saisi de plusieurs cas dans lesquels le secteur public audiovisuel avait pu commettre des manquements à ses obligations. Notre collègue Aurélien Saint-Toul, LFI-NFP, a ainsi rappelé les reproches qui pouvaient être légitimement adressés au documentaire diffusé par France 5 au mois de juillet 2025, consacré à l'ancienne directrice générale de la FFT, Fédération française de tennis, et ancienne ministre des Sports, Madame Odea Castera, documentaire réalisé par Antoine Bento et produit par sa société Baseline Studio, laquelle a justement pour client la FFT. Notre collègue François-Xavier Sécoli, DR, a également rappelé le cadre très orienté de certains reportages ou documentaires relatifs à l'agriculture et à l'usage de certains pesticides ou produits phytosanitaires, bien loin des conclusions plutôt nuancées d'organismes aussi réprochables que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, EFSA, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, ou certaines académies scientifiques. Face à ces divers cas, le président de l'Arcom s'en est tenu à un prudent discours. Je cite: de manière générale, il y a régulièrement des erreurs, voire des errements ou des manquements. Lorsque nous en sommes saisis, nous les relevons et invitons les éditeurs, privés comme publics, à y remédier ou à ne pas les renouveler. Une série de manquements ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème structurel. Votre rapporteur ne peut alors que regretter que l'Arcom, qui bénéficie pourtant d'effectifs extrêmement importants pour une autorité publique indépendante, près de 400 ETP, ne se saisissent pas elles-mêmes de tels sujets alors qu'ils traduisent à l'évidence l'existence de conflits d'intérêts ou de manque de rigueur journalistique. Voici la réponse écrite de l'Arcom reçue par le rapporteur à sa question sur le bandeau de France 5. Je cite:
L'Arcom a décidé de ne pas intervenir dans la mesure où le bandeau ici en cause, s'il a pu interpeller, semblait avant tout de nature à ouvrir un débat géopolitique parmi les personnes présentes en plateau, sans méconnaître aucune des obligations qui s'imposent à la chaîne, notamment en matière d'honnêteté et de rigueur de l'information. Au-delà de la question de l'autosaisine, l'Arcom fait face à une très forte hausse du nombre de saisines depuis qu'un formulaire de signalement a été ouvert en ligne pour le grand public en janvier 2021 sur le site internet du CSA, puis de l'Arcom, 112 854 en 2024 contre 31 870 en 2023. Or, comme le montre le rapport d'information du sénateur Christophe Skurek, l'Arcom est noyauté par des saisines systématiques et massives organisées par des groupes militants visant des groupes ou programmes audiovisuels déterminés. Pour les différents noms de chaînes, CNews, C8, nombre de dossiers ouverts contre la chaîne, 102 contre CNews, 49 contre C8, part des dossiers donnant lieu à une intervention de l'Arcom, 9,8% pour CNews, 12,2% pour C8. Pour le total du groupe Canal+, CNews et C8 réunis, 151 dossiers ouverts contre la chaîne et 10,5% de part des dossiers donnant lieu à une intervention de l'Arcom. France 2, France 3, France 5, France Info TV et Total Groupe France Télévisions. Pour le nombre de dossiers ouverts contre la chaîne, 31 contre France 2, 7 contre France 3, 11 contre France 5, 7 contre France TV et 57 au total contre le groupe France Télévisions. La part des dossiers donnant lieu à une intervention de l'Arcom, 16,1% contre France 2, 42,9% contre France 3, 27,3% contre France 5, 14,3% contre France Info TV et 21,05% contre Total Groupe France Télévisions. La source est le Sénat. Comme en témoignent ces données, le taux de non-conformité est 2 fois plus élevé chez France Télévisions que par exemple au sein du groupe Canal+, qui est pourtant la cible de saisines, parfois massives et orientées. Petit b, une asymétrie manifeste dans l'usage de la sanction pécuniaire au détriment des seuls éditeurs privés. Le pouvoir de sanction constitue l'un des attributs essentiels d'une autorité de régulation. Parmi ces instruments, la sanction pécuniaire constitue, avant le retrait, la mesure répressive la plus lourde et la plus dissuasive en pratique. C'est elle qui permet en dernier ressort d'assurer l'effectivité des obligations dont l'Arcom contrôle le respect. Dans ce domaine, la pratique de l'Arcom fait apparaître une différence de traitement difficilement contestable entre secteur privé et secteur public. En droit, le régulateur dispose des mêmes instruments à l'égard de l'un et de l'autre. La dernière sanction pécuniaire publiquement identifiable infligée à France Télévisions remonte ainsi au 7 décembre 2010. Le CSA avait alors condamné la société à 100 000 euros d'amende pour avoir annoncé à tort dans le journal de 13 heures de France 2 la mort d'un enfant. Depuis lors, votre rapporteur n'a retrouvé aucune nouvelle sanction pécuniaire visant une société de l'audiovisuel public. Le contraste avec le secteur privé est saisissant. La chaîne C8 à elle seule a été frappée d'une sanction de 3 millions d'euros en 2017, puis de 3,5 millions d'euros en février 2023, de 300 000 euros en mai 2023, montant ensuite ramené à 150 000 par le Conseil d'État, de 200 000 euros en juin 2023, de 500 000 euros en juillet 2023, 50 000 euros en janvier 2024, puis encore de 50 000 euros en mai 2024. CNews a pour sa part été sanctionné à 50 000 euros en janvier 2024, puis à 100 000 et 50 000 euros en novembre 2024. À ces sanctions s'ajoute celle de Énergie condamnée à 1 million d'euros en 2017 et RMC Découverte sanctionnée à 100 000 euros en 2025. Le secteur privé totalise donc 8,5 millions d'euros de sanctions pécuniaires, là où le service public n'en totalise aucune sur la même période. Le constat d'une telle asymétrie générale a frappé votre rapporteur, d'autant plus qu'il a pu observer des différences de traitement très précises, parfois à quelques semaines d'intervalle seulement. Le 31 mai 2023, l'Arcom a infligé à C8 une sanction pécuniaire de 300 000 euros à la suite de l'émission Touche pas à mon poste du 5 octobre 2022, au cours de laquelle Cyril Hanouna s'en était pris à Anne Hidalgo en l'invitant à fermer sa gueule, à chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries. Le régulateur a jugé que ses propos portaient atteinte à l'honneur et à la réputation de la maire de Paris et caractérisait en outre un défaut de maîtrise de l'antenne. Le Conseil d'État a ensuite ramené cette sanction à 150 000 euros tout en confirmant le principe même de la sanction. Quelques semaines plus tard, le 2 novembre 2022, dans l'émission C'est encore nous, diffusée sur France Inter, l'humoriste Monsieur Poulpe a tenu une chronique visant les chasseurs et leurs compagnes en appelant notamment à baiser les femmes de chasseurs et en visant tout particulièrement l'épouse de Monsieur Willy Schren, président de la Fédération nationale des chasseurs. La médiation de Radio France a elle-même reconnu que cette chronique avait heurté de nombreux auditeurs qui en dénonçaient la vulgarité et le caractère terriblement sexiste. L'ARCOM a été saisi et a relevé dans sa décision du 22 juin 2023 la présence de propos dégradants à l'égard des femmes, dont certains visaient l'une d'elles en particulier, pouvant s'analyser comme banalisant des violences sexuelles faites aux femmes, et ce, sans intervention les condamnant. Malgré une telle qualification, l'autorité s'est limitée à intervenir auprès de Radio France pour lui rappeler fermement ses obligations. Aucune sanction pécuniaire n'a été prononcée. Une telle retenue contraste fortement avec la sévérité déployée dans d'autres cas à l'encontre d'éditeurs privés.
À la lumière de ce qui précède, il est difficile de ne pas relever la singularité du traitement réservé à C8 et plus précisément à l'émission Touche pas à mon poste animée par Cyril Hanouna. La chaîne a cumulé 7,6 millions d'euros de sanctions pécuniaires, ce qui en fait de très loin le principal point d'application du pouvoir répressif de l'Arcom dans le paysage audiovisuel récent. Cette pression a été telle que Roch-Olivier Mestre a lui-même reconnu devant votre commission, je cite, la première mesure que j'ai été amené à prendre en tant que président de l'Arcom a été de verser un chèque de 1 million à C8, ce qui n'était pas la décision la plus agréable à prendre pour un magistrat de la Cour des comptes. Une telle formule n'établit pas à elle seule un parti pris, elle révèle néanmoins un rapport de particulière tension entre le régulateur et cette chaîne qui s'est achevée par le non-renouvellement de sa fréquence TNT, décision que le Conseil d'État a validée le 19 février 2025. Les conséquences sociales ont été immédiates. Le groupe Canal+ a annoncé la suppression de 150 emplois directement liés à l'arrêt de C8. Si la sévérité de la sanction du régulateur tenait principalement à un type de programme, à un style d'animation ou à des manquements éditoriaux déterminés, une vigilance comparable devrait logiquement s'exercer lorsque des ressorts similaires réapparaissent sur une autre antenne. Or, tel ne semble pas avoir été le cas. Depuis septembre 2025, Cyril Hanouna anime sur W9 Tout Beau Tout Neuf, présenté par le groupe M6 comme un talk-show populaire mêlant news, chroniques et happening, avec toujours ce style inimitable. L'ARCOM a récemment été saisie de séquences diffusées dans cette émission le 1er septembre 2025. Elle a toutefois décidé cette fois, lors de son assemblée plénière du 5 novembre 2025, de ne pas intervenir auprès de l'éditeur. Le même animateur dans un format présenté comme très proche, diffusé sur une autre chaîne, ne paraît plus susciter de la part de régulateurs la même réaction qu'au temps de la chaîne C8. Pris dans leur ensemble, ces éléments mettent en évidence une asymétrie dans l'usage du pouvoir de sanction pécuniaire par l'Arcom, alors que certains éditeurs privés, au premier rang desquels C8, ont fait l'objet d'un nombre élevé de sanctions financières pour des montants particulièrement importants. Aucune chaîne de l'audiovisuel public n'a dans le même temps été frappée d'une sanction pécuniaire. C'est ce décalage qui appelle l'attention de votre rapporteur. D'un côté, une succession de décisions répressives, les montants élevés, les contentieux répétés et à l'issue de cette séquence, la disparition même d'une chaîne. De l'autre, s'agissant du service public, des rappels, des mises en garde ou des interventions ponctuelles, mais plus aucune sanction financière depuis 15 ans. Une telle différence de traitement ne peut qu'alimenter le doute sur l'équilibre avec lequel le régulateur exerce son pouvoir de sanction. Elle est d'autant plus difficile à comprendre que l'audiovisuel public, financé par tous les contribuables investis d'exigences particulières, devrait faire l'objet d'un contrôle au moins aussi exigeant. Petit c, un contrôle lacunaire dépassé par les mutations technologiques et informationnelles. Les principaux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X et YouTube, sont considérés comme de très grandes plateformes au sens du règlement sur les services numériques. En vertu d'une décision de la Commission européenne du 25 avril 2023, le DSA leur impose de mettre en œuvre un dispositif de signalement des contenus illégaux pour faciliter le retrait des contenus illicites, tout en permettant une réclamation éventuelle en cas de désaccord avec une décision de modération. Le DSA prévoit également la désignation dans chaque État membre d'un coordinateur pour les services numériques. En France, il s'agit de l'ARCOM. Or, ce CSN, comme le souligne l'ARCOM elle-même dans ses réponses écrites au questionnaire du rapporteur, je cite, n'est pas compétent pour se prononcer sur la licéité d'un contenu disponible sur une plateforme en ligne, ni sur le bien fondé des décisions de modération de cette dernière. Cette compétence continue de relever de l'autorité judiciaire. Son rôle est simplement d'être saisi en cas de manquement des plateformes établies en France à l'une de leurs obligations au titre du DSA. Insuffisance des moyens de signalement, par exemple. Les contenus publiés, y compris par les sociétés audiovisuelles, publiques comme privées, sur les réseaux sociaux ne sont donc soumis qu'au respect des mêmes lois qui encadrent la liberté d'expression de tout citoyen sur ces mêmes réseaux sociaux, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Or, si les publications de France Télévisions et de Radio France sur les réseaux sociaux n'échappent pas, en principe, aux exigences générales qui s'attachent à leur mission de service public, en revanche, elles échappent largement au contrôle spécifique exercé par l'Arcom au titre de la régulation audiovisuelle classique. Elles n'en sont alors plus appréhendées pour l'essentiel qu'au regard du droit commun de la liberté d'expression, du régime des plateformes et en dernier ressort du contrôle de l'autorité judiciaire. À titre d'exemple, votre rapporteur a été particulièrement interpellé par le cas de la chaîne Twitch de M. Samuel Etienne. Alors qu'il est encore animateur de France Télévisions, celui-ci a créé en 2021 une chaîne sur cette plateforme, qui a bénéficié de plusieurs financements du groupe. Dans le cadre de sa revue de presse, La Matinée Étienne, il y tient également régulièrement des propos orientés. Le 15 novembre 2025, il affirmait en direct que le Rassemblement national, comme le Front national, est un parti qui met la préférence nationale et le rejet de la différence de l'autre cœur de son programme, avant d'ajouter le RN est un parti qui prône le rejet de la différence. Interrogé sur ces atteintes à la neutralité, M. Etienne a déclaré lors de son audition: ce que je défends sur ma chaîne, c'est l'idée que la neutralité n'existe pas. Très souvent, les jeunes qui me rejoignent sur Twitch me demandent de leur conseiller le journal le plus neutre. Je leur réponds que cela n'existe pas.
Diffusés hors antenne sur une plateforme dont le contrôle n'entre pas dans le champ habituel de l'Arcom, ils échappent à la surveillance exercée au titre des obligations propres à l'audiovisuel public. Il en va de même des contenus diffusés sur la plateforme France TV Slash évoquée plus haut. Publications appelant à faire des dons au collectif Justice pour Adama Traoré ou invitant à reconnaître son statut de privilégié si tu es blanc. Eux aussi se trouvent en pratique hors de portée de contrôle. Votre rapporteur a ainsi pu constater que certaines publications Instagram de France TV Slash problématiques sont toujours en ligne. La publication ci-dessous de la page Instagram de France TV Slash, 541 000 followers au moment de sa consultation par le rapporteur, republie ainsi une vidéo TikTok où les deux jeunes filles gardent le doigt levé, n'ayant jamais eu peur en étant arrêtées par la police, ce qui constituerait un privilège blanc. Il apparaît donc nécessaire de faire évoluer la loi sur ce point, afin de permettre à l'Arcom de faire respecter les grands principes qui s'imposent à l'audiovisuel public, également sur les réseaux sociaux, dont l'importance dans l'accès à l'information des citoyens ne cesse de croître. Petit d, un modèle de contrôle centré sur le pluralisme politique laissant subsister d'importantes marges d'interprétation. Ce cadre a été profondément modifié par la décision du Conseil d'État du 13 février 2024 qui a conduit l'Arcom à étendre son champ d'intervention au pluralisme des courants d'opinion exprimés à l'antenne. L'autorité doit désormais apprécier l'existence d'un éventuel déséquilibre durable et manifeste en tenant compte non seulement des interventions des responsables politiques, mais également des propos tenus par l'ensemble des intervenants, journalistes, chroniqueurs, experts ou invités. Cette évolution a été traduite par une délibération adoptée en juillet 2024. Encadré, délibération numéro 2024-15 du 17 juillet 2024 de l'Arcom relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services. Préambule, je cite. L'Arcom entend rappeler la primauté de la liberté de communication dont elle est la garante de par la loi. Il en résulte que les éditeurs sont seuls responsables du choix des thèmes abordés sur les antennes et les intervenants dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Il en résulte également que les dispositions de la présente délibération ne sauraient être considérées comme conduisant à la qualification ou au classement de l'ensemble des intervenants à l'antenne au regard des courants de pensée ou des différentes sensibilités. Article 1er. L'Arcom apprécie le respect par les éditeurs de services de l'exigence de pluralisme. Elle s'assure que l'expression des courants de pensée et d'opinion ne soit pas, au regard de l'exigence de diversité, affectée par un déséquilibre manifeste et durable, en particulier dans les programmes d'information et les programmes concourant à l'information. Elle prend en compte dans cette appréciation les interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé. Article 2. Dans son appréciation du respect du pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'Arcom tient compte, premièrement, de la variété des sujets ou thématiques abordés à l'antenne. Deuxièmement, de la diversité des intervenants dans les programmes. Troisièmement, de l'expression d'une pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés à l'antenne. L'Arcom tient également compte, quatrièmement, du respect de l'obligation d'assurer l'expression des différents points de vue dans la présentation des questions prêtant à controverse. Cinquièmement, du respect de la délibération du 22 novembre 2017 et au cours des périodes électorales de la délibération susvisée du 4 janvier 2011. Sauf circonstances exceptionnelles, cette appréciation porte sur une période qui ne saurait être inférieure au trimestre pour l'ensemble des services et au mois pour ceux dont la programmation est consacrée de l'information en continu. Ces délais s'appliquent sans préjudice du délai trimestriel d'appréciation du respect du principe de pluralisme politique. Fin de l'encadré. La vérification du principe d'impartialité et de l'effectivité du pluralisme des courants d'idées et d'opinion sur le secteur public audiovisuel s'avère extrêmement complexe au regard également des domaines à prendre en considération. Et force est de constater qu'à ce jeu-là, l'activité politique est sans doute celle qui s'appréhende avec le plus de difficultés. Assurer le respect du pluralisme des courants d'idées et d'opinion au sein de l'audiovisuel public constitue l'une des principales missions dévolues à l'Arcom en application de l'article 3-1 de la loi Léotard de 1986. Ce respect est apprécié par l'Arcom suivant des lignes directrices établies dans une délibération numéro 2017-62 du 22 novembre 2017 qui affirme très clairement que les partis et groupements politiques exprimant les grandes orientations de la vie politique nationale doivent bénéficier d'un temps d'intervention équitable en fonction de leur représentativité, notamment à l'aune des trois grands critères que sont les résultats électoraux, le nombre d'élus et les indications apportées par les sondages d'opinion. Dans ce cadre, le Conseil d'État avait ainsi estimé en 2022, à propos de messieurs Valls, Montebourg, Hulot et Geoffrin, que pouvaient être regardées comme des personnalités politiques toutes celles qui ne sont ni élues ni candidates à aucune élection et ne sont plus adhérentes à un parti ou à un groupement politique. Il avait ainsi donné raison au CSA qui s'appuyait sur la circonstance d'une part que ces personnalités appartenaient ou avaient récemment appartenu à des partis, groupements ou mouvements politiques et avaient récemment exercé des fonctions politiques ou aspiraient à exercer de telles fonctions, et d'autre part qu'elles participaient activement à la date de la décision attaquée au débat politique national.
pour prendre en compte leur temps de parole et la comptabiliser au titre d'un parti politique précis. Interrogé par votre rapporteur sur la différence de traitement entre d'une part M. Philippe de Villiers, classé divers droite et dont le temps de parole est à ce titre décompté, la décision de l'ARCOM d'attribuer à Philippe de Villiers le statut de personnalité politique assorti de la nuance divers droite et conduisant de ce fait à ce que ses interventions audiovisuelles soient comptabilisées au titre du courant politique auquel il est rattaché, a été validée par le Conseil d'État et M. Dupond-Moretti, Cohn-Bendit ou Mme Cécile Duflot, qui ne sont pas considérés au contraire comme des personnalités politiques, l'ARCOM a avancé les arguments suivants. Je cite. Dans ses réponses écrites apportées à votre rapporteur, l'ARCOM évoque à titre principal le parcours politique de M. De Villiers, sa nomination au poste de secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture et de la Communication en 1986. Pourtant, Mme Duflot a également été ministre de 2012 à 2014, de même que M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux de 2020 à 2024, soit respectivement 25 et 33 ans après la fin de l'expérience ministérielle de M. De Villiers. L'ARCOM poursuit en avançant que Mme Duflot et M. Cohn-Bendit ont annoncé leur retrait de la vie politique en 2018 pour l'une et en 2014 pour l'autre, sans que des éléments nouveaux soient de nature à remettre en cause cette annonce, tout en évoquant le soutien de M. De Villiers à la candidature de M. Zemmour en 2022. Il convient toutefois de rappeler que M. Dupond-Moretti était ministre et a fait campagne pour la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République et a soutenu activement un candidat contre votre rapporteur lors des élections législatives de 2024 et que M. Cohn-Bendit a été un soutien actif à la campagne de Macron dès 2017. Le rapporteur tient également à indiquer que Mme Cécile Duflot a publié en novembre 2025 un ouvrage intitulé Gagnons, rappelant au rassemblement de la, appelant au rassemblement de la social-écologie en vue de l'élection présidentielle de 2027, témoignant ainsi d'un engagement sans faille dans la vie politique de notre pays. D'ailleurs, le député européen M. David Corman, proche de Mme Duflot, décrivait lui-même la dernière interview de cette dernière dans le Nouvel Obs en septembre comme une offre de service pour Matignon. Concernant M. Dupond-Moretti, l'ARCOM soutient que celui-ci, ayant repris ses fonctions d'avocat, ne participe que de façon intermittente au débat politique national. Cette appréciation est difficilement conciliable avec les faits. En effet, le 26 février 2026, M. Dupond-Moretti déclarait par exemple: Pour moi, LFI et l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est la peste et le choléra. Son compte X atteste par ailleurs d'une campagne active en faveur de Mme Rachida Dati lors des dernières élections municipales à Paris, d'une opposition résolue au Rassemblement national. Avec en image quelques exemples de postes de M. Dupond-Moretti au mois de mars 2026. Par exemple, Bardella demande à LFI de faire le ménage, il a raison. Au Parlement, j'ai demandé au RN de faire le ménage et de se débarrasser de ses amis Gudard, néo-nazis, racistes, antisémites. Charité Bernard Donné, 3 petits points. 20 février, entre autres. Classer M. Dupond-Moretti parmi les intervenants sans étiquette politique au même titre qu'un chanteur, un sportif ou un expert technique alors qu'il exprime publiquement des positions partisanes caractérisées n'est pas cohérent avec les critères que le Conseil d'État a lui-même définis. Cette incohérence ne saurait être imputée à la seule complexité de la notion de personnalité politique. Elle révèle que l'application des critères de classification emprunte de partialité. Enfin, lors de son audition, M. Martin Aljari affirmait que le passage récurrent de M. De Villiers à l'antenne sur CNews justifiait sa classification comme personnalité politique, tandis que Mme Duflot, M. Dupond-Moretti, la question se posera si leurs interventions se multiplient. Si elles commencent à intervenir de manière récurrente, notamment dans une émission, nous pouvons considérer la question de leur catégorisation, soit parce que cette dynamique transparaît dans les décomptes, soit sur saisine des éditeurs. Cet argument se heurte frontalement aux faits. Depuis septembre 2025, Mme Duflot tient une chronique régulière intitulée Voix de gauche dans la matinale de RMC à raison de 3 interventions hebdomadaires. Cette situation, une ancienne ministre tenant une chronique politique titrée à gauche 3 fois par semaine, correspond précisément aux critères de récurrence et d'engagement politique que M. Aljari lui-même posait comme condition d'une requalification. La commission observe que l'ARCOM n'a à ce jour pas procédé à cette requalification. Encadré. La classification des personnalités politiques en question. M. Charles Alonc, rapporteur. Pourquoi Philippe de Villiers avait-il été classé dans la catégorie des intervenants politiques à la différence de M. Dupond-Moretti, de Daniel Cohn-Bendit ou de Cécile Duflot? M. Aljari expliquait que Philippe de Villiers avait participé à la campagne électorale en 2022. Je n'ai pas pu lui répondre sur le moment, mais je voulais souligner que M. Dupond-Moretti, lors de la dernière campagne pour les élections législatives de 2024, s'était déplacé dans ma circonscription afin de soutenir le candidat macroniste contre moi. Je ne comprends donc pas les règles de l'ARCOM et j'ai l'impression que le président ne les comprend pas lui-même. Monsieur Roch-Olivier Mestre, ancien président de l'ARCOM. C'est un point toujours délicat qui suscite les discussions au sein de l'ARCOM et donne parfois lieu à des recours contentieux. L'appréciation repose sur l'engagement de la personne ou pas dans l'action politique.
On peut avoir été parlementaire ou ministre et renoncer à une carrière politique pour passer à autre chose. La question est de savoir si la personne reste dans le jeu politique, si elle soutient ou non une famille politique par son action. Les limites du contrôle du pluralisme. Nous ne réalisons pas un screening systématique de toutes les personnalités qui participent ou ont participé à une campagne, mais si elles commencent à intervenir de manière récurrente, nous pouvons considérer la question de leur catégorisation. Le collège est alors amené à décider au regard de différents critères, participation à la vie politique, ancien mandat, appartenance à un parti, de l'opportunité de les considérer comme des personnalités politiques. Les règles ne sont donc pas forcément compréhensibles par tous. Dans les prochaines semaines, je réunirai le collège pour clarifier les lignes directrices sur lesquelles nous nous appuyons pour attribuer la qualité de personnalité politique. Source Martin Adjari, président de l'ARCOM, compte rendu numéro 2, 25 novembre 2025, fin de l'encadré. Lors de sa première audition, M. Adjari a indiqué qu'il n'était pas possible d'attribuer aux intervenants non politiques une étiquette stable permettant de les intégrer dans un dispositif de comptage comparable à celui applicable aux personnalités politiques. L'appréciation du pluralisme repose désormais sur une analyse globale et qualitative des équilibres éditoriaux, nécessairement plus subjectifs. Plusieurs membres de la commission ont interrogé l'autorité sur sa capacité à caractériser de manière opérationnelle un déséquilibre durable et manifeste, sans obtenir de réponse précise sur les seuils et critères retenus. Si l'extension du champ de contrôle est bienvenue dans son principe, elle accentue paradoxalement la dépendance du régulateur aux saisines. Faute de critères objectifs permettant l'autosaisine, l'ARCOM ne peut intervenir que lorsqu'un tiers lui signale un déséquilibre après que celui-ci a produit ses effets. Recommandation numéro 11. Confier à l'ARCOM la publication trimestrielle d'un indice automatisé du pluralisme, élaboré avec l'appui de l'intelligence artificielle, mesurant pour chaque opérateur public la diversité thématique des sujets traités, la part des sujets abordés sous l'angle contradictoire, la représentation géographique des intervenants et la répartition des angles éditoriaux par courant politique. Cet indice rendu public permettrait à l'ARCOM d'agir sur les tendances éditoriales structurelles et non sur les seuls manquements ponctuels, comblant ainsi la lacune documentée par la Commission qui a constaté l'absence de tout mécanisme externe de mesure de la diversité des contenus financés sur fonds publics. Petit e, le nécessaire renforcement de l'indépendance de cette autorité publique. La question de l'indépendance de l'ARCOM ne se limite pas à la composition de ses instances dirigeantes, elle se pose également au regard de certains comportements observés de la part de certains de ses membres. Lors de sa première audition en décembre 2025, M. Adjari a été interrogé sur la nomination, par une décision du 25 juillet 2025, de M. Fouad Beraou comme membre de la délégation territoriale de l'ARCOM à Paris, alors même que celui-ci avait appelé publiquement le 18 septembre 2024 à une mobilisation antifasciste et indigéniste contre l'Empire Bolloré. M. Adjari a indiqué n'avoir pas eu davantage connaissance des contestations exprimées sur les réseaux sociaux et a proposé d'apporter une réponse écrite ultérieure. Il convient de souligner que la nomination d'une personnalité publiquement engagée dans un combat politique identifié à un poste au sein du régulateur de l'audiovisuel, suivi d'une réponse aussi lacunaire de son président, illustre les effets concrets d'une culture institutionnelle insuffisamment attentive aux exigences d'apparence, impartialité. Ces constats font écho à une critique plus ancienne et plus large sur l'indépendance du régulateur vis-à-vis du pouvoir politique formulée par Mme Memona Interman, membre du CSA de 2013 à 2019, déclaré le 1er février 2023 sur France Info, je cite: le CSA à l'époque, l'ARCOM aujourd'hui, n'est pas une institution indépendante. Les fils sont peut-être invisibles, mais il y a encore trop de courroies de transmission entre le pouvoir et le régulateur de l'audiovisuel. Il est urgentissime que la loi de 1986 soit réformée. Encadré. L'ARCOM est le cas de Fouad Beraou. Monsieur Charles Alonc, rapporteur. Monsieur Adjari, dans une décision récente du 25 juillet 2025, vous avez nommé Monsieur Fouad Beraou membre de l'ARCOM Paris. Saviez-vous qu'un an auparavant, le 18 septembre 2024, il appelait publiquement à une mobilisation antifasciste et indigéniste contre l'Empire Bolloré dans l'archipel des Glénans? Monsieur Adjari, permettez-moi d'abord de rappeler que les décisions prises par l'ARCOM sont des décisions collégiales. S'agissant de la nomination que vous évoquez, je propose de vous apporter ultérieurement et par écrit une réponse plus précise. Après avoir désigné ce membre de la délégation territoriale de l'ARCOM à Paris, un comité collégial amené à se prononcer sur l'attribution des fréquences, j'ai vu que des contestations s'étaient exprimées sur un réseau social. Je n'ai pas eu davantage connaissance, mais je vais regarder ce qu'il en est. Monsieur Aloncle, vous dites donc que vous vous pencherez sur ce sujet et que vous prendrez peut-être une décision dans les prochaines semaines. Monsieur Adjari, la décision de nomination a été prise. Je ne connais pas ce dossier en détail. Si vous le voulez bien, je préciserai ma réponse par écrit après cette audition. Monsieur Aloncle, vous avez d'ailleurs rappelé dans votre propos liminaire que les interventions formelles concernant les chaînes privées avaient été 2 fois plus nombreuses que celles concernant les chaînes publiques. De mon côté, j'ai fait le compte. En 12 ans, l'ARCOM a prononcé une dizaine de sanctions pécuniaires, notamment contre C8 et CNews, pour un montant total de 8 millions d'euros. La dernière sanction pécuniaire infligée à un média du service public remonte, elle, à 15 ans. Il s'agit d'une amende de 100 000 euros prononcée en 2010. Pensez-vous donc que depuis 15 ans, l'audiovisuel public est suffisamment irréprochable pour n'avoir pas fait l'objet de l'amende sanction pécuniaire? Monsieur Adjari,
Je n'ai pas vocation à me prononcer sur les décisions prises au cours de ces dernières années. Tous les éditeurs ne sont évidemment pas amenés à se voir infliger des sanctions de la même proportion. L'ARCOM se prononce au cas par cas lorsqu'une saisine intervient. Je ne peux pas vous apporter de réponse plus précise. Monsieur Aloncle, je ne dispose pas du temps nécessaire pour dresser la longue liste des incidents constatés ces dernières années. Je me contenterai donc d'évoquer le cas d'un chroniqueur de France Inter qui a incité, le 2 novembre 2022, à baiser les femmes des chasseurs, ce sont ses mots, ajoutant qu'il se chargerait lui-même de la femme du président de la Fédération nationale des chasseurs, M. Schren. L'ARCOM, que vous ne présidiez pas encore, a réagi de la manière la plus faible possible en appliquant le premier échelon des sanctions. Sur un sujet aussi grave, elle a adressé à Radio France une simple lettre de rappel à la loi, demandant notamment de ne pas banaliser les violences faites aux femmes. 3 semaines plus tôt, le 5 octobre 2022, Cyril Hanouna appelait dans son émission Touche pas à mon poste la maire de Paris à fermer sa gueule et à chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries. L'ARCOM a alors réagi en prononçant la plus lourde sanction possible, puisqu'elle a infligé à la chaîne une amende de 300 000 euros. Comment justifiez-vous une telle différence de sanction entre ces deux faits commis à quelques jours d'intervalle? Monsieur Martin Aljari, je peux difficilement me prononcer sur des décisions prises par le collège antérieurement à ma prise de fonction. La question est évidemment sensible, mais je sais que la jurisprudence prévoit généralement une tolérance particulière pour l'humour et la parodie. Cela peut ainsi donner lieu à des incompréhensions croissantes dans un climat plus tendu et polarisé. Monsieur Aloncle, vous considérez donc qu'il est drôle d'appeler sur une chaîne de l'audiovisuel public à baiser les femmes des chasseurs ou que c'est de l'humour? Monsieur Adjari, nous ne nous prononçons que sur les dossiers dont nous sommes saisis. Je dis simplement que les propos humoristiques bénéficient en général, selon une jurisprudence assez constante, d'une tolérance plus importante. Cependant, cette tolérance n'est pas absolue puisque l'ARCOM était intervenu à l'époque et qu'elle l'a refait plus récemment dans une décision à laquelle je n'ai pas participé en prononçant une mise en garde contre le même éditeur à la suite des propos d'un autre humoriste. Source compte rendu numéro 2 du mercredi 25 novembre 2025, pages 9 et 11, fin de l'encadré. Une explication à la tendance du CSA puis de l'ARCOM à manquer de sévérité envers les chaînes publiques par rapport aux chaînes privées peut tenir à la composition de leur collège. Dans cette optique, votre rapporteur a étudié les profils des 9 membres actuels de l'ARCOM dont il ressort que, je cite, Monsieur Martin Adjari, président, a été directeur administratif et financier de Radio France Internationale de 1999 à 2000, directeur général délégué de Radio France de 2004 à 2009, puis directeur général délégué aux ressources et secrétaire général de France Télévisions de 2010 à 2014. Monsieur Antoine Boilet était directeur adjoint de la communication et du marketing de France Télévisions depuis 2020. Lors de sa nomination à l'ARCOM en 2023, il était cadre du groupe depuis 2003. Madame Bénédicte Lesage avait été directrice de la jeunesse de France 2 de 1993 à 1999, avant de rejoindre des groupes de production, notamment chez Endemol, aujourd'hui Banigé. Si votre rapporteur reconnaît évidemment la nécessité que l'ARCOM soit composé de membres compétents, connaissant bien le secteur audiovisuel, y compris de l'audiovisuel public, il remarque tout de même qu'aucun des membres de l'ARCOM n'était cadre dans l'audiovisuel privé, qui représente pourtant 70% du marché. Cette situation paraît hautement anormale lorsqu'on constate que seule Madame Lesage avait brièvement travaillé chez M6 au début des années 1990 avant de rejoindre France 2. Le rapporteur s'est demandé si la composition actuelle du collège était une exception et si elle était vraiment représentative de l'institution. Il a donc examiné les profils des 22 personnalités nommées au collège du CSA puis de l'ARCOM depuis 2011. Il a pu trouver de nombreux anciens cadres de l'audiovisuel public, comme Madame Anne Grand-Dénon, membre de l'ARCOM de 2021 à 2025, directrice de la réglementation, de la déontologie et du pluralisme des antennes de France Télévisions au moment de sa nomination. Monsieur Patrice Gélinet, 2011-2017, ancien directeur de France Culture. S'ajoute Monsieur Roch-Olivier Mestre, 2019-2025, administrateur de France Média Monde de 2009 à 2014. De même, plusieurs journalistes de l'audiovisuel public ont été nommés membres du CSA ou de l'ARCOM, à l'image de M. Hervé Gauchot de 2019 à 2025, rédacteur en chef du service économie et social commun à France 2 et France 3, ou de Mme Memona Interman 2013-2019, journaliste chez France 3, tandis que seule Mme Catherine Gentil de Cannecaude, membre du collège de l'ARCOM depuis 2025, avait été journaliste dans l'audiovisuel privé chez TF1. Au total, sur 22 profils, 8 avaient été cadres, administrateurs ou journalistes de l'audiovisuel public, contre un seul dans le privé, 2 en comptant Madame Lesage. Madame Sylvie Pierre Brossolette, au CSA de 2013 à 2019, a en outre participé à des émissions sur des chaînes et antennes de l'audiovisuel public et privé, mais était essentiellement journaliste dans la presse écrite. Un tel déséquilibre est extrêmement regrettable, d'autant qu'il est ensuite susceptible de créer un doute quant à l'impartialité qui doit guider chaque membre de l'institution dans son approche des dossiers. Petit 5, un périmètre d'intervention du régulateur encore incomplet. Arte, une chaîne régie non par le seul droit français, mais par un traité international. Acteur important du secteur public audiovisuel,
Arte est né d'une volonté politique, celle du président Valéry Giscard d'Estaing tout d'abord, qui avait commencé à réfléchir à la création d'une chaîne privée européenne, celle du président François Mitterrand ensuite qui opta pour une chaîne publique et qui lança effectivement et avec succès le processus. Le projet avança au fil des années 80 et la chaîne fut officiellement créée par un traité passé le 2 octobre 1990 entre la France et chaque land allemand impliqué, soit la veille même de la réunification officielle entre la RFA et la RDA. Arte est une chaîne publique culturelle qui s'est bien installée dans notre paysage au fil du temps et qui compte dans notre paysage audiovisuel, notamment par son information et sa production, à la production tant audiovisuelle que cinématographique. Le régime juridique d'Arte présente une singularité majeure. En vertu de l'article 1er du traité de 1990, la chaîne culturelle européenne dispose d'une responsabilité exclusive sur sa programmation, à l'exclusion de toute intervention des autorités publiques, y compris de l'autorité de régulation audiovisuelle. Le Conseil d'État en a déduit dans une décision du 4 juillet 2025 que l'Arcom n'est pas compétente pour connaître de la programmation de la chaîne Arte. Pour autant, Arte France n'est pas étrangère à la loi du 30 septembre 1986. Cette dernière lui consacre son article 45 qui dispose qu'elle est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique. Arte, issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne, les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public. Pour sa part, l'article 1er du traité de 1990 énonce que la CCE, chaîne culturelle européenne, a la responsabilité exclusive de la programmation. Elle est également responsable de la réalisation des programmes qu'elle assume, de même que la gestion du personnel et du budget sous la surveillance et le contrôle des seuls sociétaires et partant à l'exclusion de toute intervention d'autorité publique, y compris d'autorités indépendantes chargées de la régulation de l'audiovisuel dans le pays du siège. L'inscrit dans le secteur public audiovisuel et la soumet, comme les autres sociétés relevant des articles 44 et 45, aux missions de service public définies à l'article 43-11. Le Conseil d'État en a logiquement déduit que l'Arcom n'est pas compétente pour connaître de la programmation de la chaîne Arte, y compris donc pour veiller au respect par celle-ci des grands principes de l'audiovisuel public. Dans la mesure où Arte participe pleinement du secteur public audiovisuel, votre rapporteur ne voit pas pourquoi la chaîne serait exempte du respect des grands principes applicables à Radio France ou à France Télévisions. Il propose donc de modifier les textes applicables afin de doter Arte de garanties équivalentes, quand bien même les écarts déontologiques y seraient assez rares. Recommandation numéro 12. Engager une révision du traité de 1990 instituant la chaîne Arte afin de la doter de garanties équivalentes à celles de France Télévisions. LCP, Assemblée nationale et Public Sénat. Petit b. Les chaînes soustraites à une partie des obligations du service public au nom de la séparation des pouvoirs. Créée par une loi du 30 décembre 1999, la chaîne parlementaire est constituée en réalité de deux sociétés de programmes bien distinctes. LCP, Assemblée nationale, et Public Sénat, qui se partagent le canal 8 de la TNT de manière égale. Ces deux sociétés sont détenues chacune en totalité par leur assemblée et le bureau de l'assemblée en question en nomme le président-directeur général, en surveille le respect des exigences constitutionnelles de pluralisme et conclut annuellement une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée. Si l'article 45-2 de la loi Léotard de 1986 dispose que, dans le cadre de son indépendance éditoriale, LCP veille à l'impartialité de ses programmes, il précise également que les sociétés de programme ainsi que les émissions qu'elles programment ne relèvent pas de l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en vertu de la séparation des pouvoirs et de la libre administration des assemblées parlementaires qui en constituent le corollaire. Le préambule du chapitre 23 de l'Instruction générale du Bureau, IGB, du Sénat ajoute explicitement que la programmation de la chaîne parlementaire n'est pas soumise au contrôle de l'Arcom, et notamment aux recommandations que cette dernière est appelée à formuler en période électorale. Certes, l'alinéa précédent dispose que Public Sénat s'engage pour l'exécution de sa mission de service public et dans le cadre de son indépendance éditoriale à veiller au pluralisme, à l'impartialité, à l'objectivité et à la neutralité de ses programmes. Elle assure au groupe constitué du Sénat des conditions d'expression équitables. Elle s'interdit de recourir à tout procédé de nature à compromettre l'honnêteté de l'information du téléspectateur. Mais ces dispositions posent problème pour plusieurs raisons. Premièrement, si ces chaînes sont capables de se contrôler elles-mêmes, pourquoi l'ensemble des chaînes ne le seraient-elles pas? Soit l'engagement de chaque chaîne à respecter les principes susmentionnés suffit, et l'ARCOM doit être supprimé, soit il ne suffit pas, il n'y a aucune raison de traiter LCP, Assemblée nationale et Public Sénat différemment. En deuxième lieu, si l'IGB précise que les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale contrôlent la production et la diffusion des programmes de LCP, AN et de Public Sénat, les bureaux des assemblées ont moins d'expertise que l'Arcom en la matière et sont donc moins identifiés par le grand public en cas de saisine. Enfin, en troisième et dernier lieu, certains courants d'opinion sont totalement ou quasiment totalement absents du Sénat. Ainsi, le Rassemblement national et ses alliés
La France insoumise ainsi que Reconquête, qui ont globalement rassemblé 46,73% des voix aux élections européennes de 2024, ne disposent d'aucun groupe au Sénat. Ainsi, une chaîne publique qui peut attirer jusqu'à 4,6 millions de téléspectateurs en direct, qui figure parmi les 10 premières de la TNT et qui a une vocation d'information politique très affirmée, n'est tenue de diffuser aucun contenu relatif à des courants politiques soutenus par près de la moitié des Français selon les dernières élections européennes. S'il est naturel d'adapter les règles pour des chaînes dont la vocation première est de diffuser les débats parlementaires qui ne sont par nature pas soumises aux mêmes obligations que les débats télévisés, votre rapporteur estime qu'il serait souhaitable de soumettre explicitement LCP et Assemblée nationale et Public Sénat aux obligations de neutralité, d'impartialité et de pluralisme dans la loi de 1986, assortie d'un contrôle par l'ARCOM dans le cadre de règles définies par le bureau de chaque assemblée. Recommandation numéro 13. Soumettre LCP, Assemblée nationale et Public Sénat aux obligations de la loi du 30 septembre 1986 et au contrôle de l'ARCOM au même titre que les autres chaînes, dans le cadre de règles définies par le bureau de chaque assemblée.